Alors, on est en 2021. 2021, il faut que je m'y habitue. Dehors 2020, évidemment. Je vous remercie beaucoup de votre soutien sur cette nouvelle chaîne francophone et je vais essayer cette année de vous poster des vidéos que j'avais déjà faites sur la chaîne anglophone et qui me paraissent toujours aussi intéressantes en 2021. Je vais commencer cette première série par les luthiers et les collaborations que j'ai faites en l'espace de 3-4 ans. Et aussi par la suite, là je viens d'y repenser, de vous poster aussi, de vous publier, pardon, sur cette chaîne YouTube des vidéos que j'avais faites, à savoir par exemple comment choisir sa harpe ou des conseils, etc. Donc dans les prochains mois, vous allez voir apparaître une fois par mois une vidéo qui va être consacrée à une de mes collaborations. Alors la première vidéo que vous allez voir aujourd'hui, c'est une de mes premières collaborations. Je reprécise que les collaborations dans ce milieu-là n'ont absolument rien à voir avec celles des influenceuses qui sont dans le maquillage, la mode, etc. Les budgets n'ont absolument rien à voir. Et je précise aussi que je ne suis pas payée pour parler du travail de Sylvestre. C'est un échange. Il m'a fabriqué la harpe que vous voyez ici, un petit peu moins cher que dans le grand public pour que moi je m'y retrouve par rapport au temps passé que je passe justement sur les vidéos. Et en échange, lui, il fait des partages qu'il fait très bien. D'ailleurs, je le remercie beaucoup. Je te souhaite une bonne année, Sylvestre, si tu passes par là. Et lui, il partage dès qu'il peut les informations, soit autour de ses harpes, soit autour des vidéos que je fais. Donc cette vidéo que vous allez voir, elle est on va dire en 3 parties, 2 grosses parties. La toute première partie que vous allez voir dans quelques secondes, c'est un podcast que j'ai enregistré sur la chaîne anglophone. J'avais développé un podcast qui s'appelle Excuse My French, qui parlait en français, et j'essayais de rencontrer des gens divers et variés. Vous pouvez d'ailleurs aller l'écouter si je l'ai encore gardé en ligne. Et je crois me souvenir que Sylvestre était le podcast numéro 6. On s'était rencontrés sur un parking, je crois, à Lannion, pour que je puisse récupérer cette harpe. Et comme on n'avait pas trouvé à cette époque-là un lieu pour tourner en vidéo, bah du coup on a fait ce podcast sonore, bien sûr. Il dure, je crois qu'il dure environ 40 minutes, quelque chose comme ça, donc voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que du fait qu'il n'y ait pas la vidéo, je pense que Sylvestre a parlé beaucoup plus librement de son travail. Et ouais, on a eu un échange vraiment très très chaleureux. Alors ensuite, dans la deuxième partie, vous allez voir ma présentation de cette harpe. Lorsque je l'ai reçue, j'ai fait une vidéo qui permet de compléter un petit peu ce que Sylvestre avait dit dans son podcast. Et je la fais sonner à la fin avec un morceau de Noël, donc ça va encore, qui vous permettra de l'entendre. Et bien évidemment, entre-temps, j'avais fait d'autres vidéos que vous verrez certainement apparaître au fur et à mesure sur la chaîne francophone, puisque je suis en train de publier une vidéo par semaine en plus de ce que je fais sur les formations que j'ai fait auparavant. Et donc, je suis en train de couper en deux la plateforme de l'école en ligne où il n'y aura que les vidéos qui va rester à long terme sur cette plateforme Teachable, et tout ce qui est partition va être transféré sur la boutique. Et donc, au fur et à mesure, je fais les ajustements nécessaires. Et j'avais donc enregistré, quand j'ai reçu cette harpe, j'avais enregistré un certain nombre de formations spéciales petite harpe. D'ailleurs, je précise que dans une des vidéos, je crois que c'est la deuxième vidéo, la vidéo de présentation, je parlais de la Bardique. Je n'ai plus la Bardique en 2021, je l'ai vendue à une de mes élèves, et du coup, je n'aurai maintenant que cette harpe-là pour petite harpe. Bon, me revoilà avec la harpe. Simplement, avant de vous laisser découvrir ces 2 documents, ce podcast et cette vidéo, je voulais vous dire que entre-temps, cette harpe est repartie chez Sylvestre pour faire des ajustements, et entre autres, de façon à ce que vous compreniez l'évolution,
je lui ai demandé par rapport à l'original de déplacer les cordes et de commencer sur un Do au lieu de commencer, alors je sais plus sur quelle note c'était, je me demande si c'était pas un Fa ou un Mi, enfin bref. Et donc à partir de 2021, évidemment, elle est un petit peu désaccordée parce qu'il faut qu'elle se replace dans le contexte que j'ai demandé à Sylvestre. Mais du coup, en 2021, donc je vais faire des tutoriels autour de cette harpe en sachant que par rapport à la vidéo que vous allez voir, maintenant, il y a le Do 3 qui est apparu, alors qu'avant, elle n'était pas avec ce Do. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je pense que je vais couper un certain nombre de choses, mais évidemment c'est la première vidéo de 2021, donc faut s'y remettre avec la lumière qu'on a encore de l'hiver qui est en train de petit à petit s'éloigner derrière nous, et puis le printemps va s'approcher au fur et à mesure, à petits pas. Voilà, je vous laisse avec ce podcast et cette vidéo de présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sur la vidéo, sous la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour l'épisode 2. Présente Sylvestre Chardin. Voilà, nous sommes sur un parking à Lannion. Vous devez peut-être pas trop m'entendre, mais c'est pas grave, je rajouterai. Et aujourd'hui, nous avons derrière nous une œuvre que Sylvestre m'a fabriquée. Et il va expliquer, tu vas expliquer un petit peu déjà ton parcours, parce que même si moi je te connais de loin, c'est intéressant pour les gens qui vont écouter. Et voilà, je te lance la clé d'accord. D'accord, et ben moi je suis pas du tout de formation ni harpiste, ni ébéniste, ni quoi que ce soit, parce que j'ai fait des études de biologie. D'accord. Et puis à l'issue de mes études de biologie, eh bien j'ai cherché du travail dans la biologie, mais j'en ai pas trouvé. Et j'ai trouvé du travail dans une association qui se situe au Mans. Bon, je me suis retrouvé par là-bas par la force des choses. Et c'était une association autour des instruments de musique du monde. Et donc j'ai travaillé dans les instruments de musique du monde pendant 18 ans. Et dans cette association, il y avait une section lutherie, où on faisait il y avait d'abord des expositions, un travail d'organologie autour des instruments du monde, etc. Des restaurations d'instruments que j'ai eu l'occasion de faire. Et puis une section où on proposait des stages de construction d'instruments. Alors c'était principalement pour les enfants. Donc c'était des instruments adaptés pour les enfants. Mais petit à petit, on a aussi fait des stages pour les adultes. Et puis de fil en aiguille, moi je m'intéressais à la musique celtique, je m'intéressais à toutes ces choses-là. Et la harpe me plaisait en tant qu'objet, en tant qu'instrument, quoi. Enfin, le son me plaisait, la forme me plaisait, tout ça. J'avais déjà fabriqué des guitares avec un collègue à moi, donc j'en fabrique toujours d'ailleurs. Mais le monde de la guitare, il est surbooké, donc c'était pas la peine de chercher dans ce domaine-là. Et un jour, je me suis dit, tiens, j'essaierais bien de faire une petite harpe que je pourrais proposer en stage. Et donc, j'ai fait une première petite harpe qui était d'inspiration médiévale plutôt, à 18 cordes, donc vraiment avec des cordes, avec une faible tension de cordes. Et puis, je suis allé proposer cette harpe au festival de Dinan. Et ils m'ont dit, on fait l'expérience. Donc, on a fait l'expérience une année. Et puis ça a fonctionné, l'année d'après aussi. Et puis de fil en aiguille, depuis je fais tous les ans à Dinan faire un stage de construction de harpe. Et j'ai modifié le modèle, j'ai proposé un nouveau modèle à 23 cordes parce que le modèle que j'avais était à faible tension et à Dinan ils tirent sur les cordes, ils font tirer à l'arc des fois. Oui, c'est vrai. Il fallait des cordes plus tendues. Donc j'ai modifié le modèle, voilà, et de fil en aiguille, en fait, je me suis quand même amélioré dans le domaine de la lutherie. Et à Dinan, en rencontrant beaucoup de luthiers, etc., de collègues, j'ai fait un bond en avant phénoménal. Et puis en 10 ans, j'ai eu le temps aussi d'expérimenter. Oui, parce que ce qu'il faut dire aux gens, parce que pour les gens qui ne connaissent pas, c'est que Dinan, ça s'appelle les rencontres. En fait, c'est un moment autour du 14 juillet où c'est à plusieurs niveaux. Il y a des stages, donc des gens qui peuvent apprendre la harpe avec différents intervenants. Et il y a le salon des luthiers qui, je crois,
tu me reprendras, mais qui est toujours sous la direction de Marin Lopito. Oui, C'est lui ouais. qui a eu l'idée. Et du coup, pour vous, ça vous permet de vous rencontrer puis de discuter, en fait, en dehors de préposer vos modèles. Ça, c'est intéressant. Ah bah oui, parce que c'est ça qui est extraordinaire, enfin je trouve, dans le monde de la harpe. Comme on est très peu nombreux luthiers en France, je les connais tous, quoi, quasiment. Pas tous, parce que ceux du Sud, je les connais moins, mais je connais voilà, tous ceux de France et même de Belgique, d'Allemagne. Et on n'a pas vraiment de concurrence entre nous, parce que chacun a son modèle, a son son, a son esthétique. Et donc finalement, on est plus collègues que concurrents. Et donc on s'échange des idées, on s'échange des techniques, on s'échange plein de choses, des adresses de fournisseurs, de choses comme ça. Et ça marche très bien, et c'est vrai que c'est vraiment un moment de rencontre, quoi, comme ils disent. Alors, il y a d'autres festivals de harpe. Je vais des fois, normalement je devrais y être cette année, mais ça a été annulé faute de concurrents, faute de participants, mais je devrais être au festival de l'île de Wight en ce moment. Ah oui, effectivement, oui. Voilà, donc j'y suis allé 3 ans de suite. Donc cette année, peut-être à cause du Brexit ou je sais pas quoi, c'est un peu compliqué, ça a peut-être un petit peu été compliqué, mais ils m'ont dit, voilà, c'est juste une année sans, quoi. Donc il y a d'autres festivals de harpe, mais il n'y a pas beaucoup de festivals où il y a des salons de luthiers, parce que c'est des petits festivals avec des moyens beaucoup moins importants. Et Marin Lopito a fait beaucoup pour ça, parce que il draine, en fait, il nous invite, etc. Et il organise ça super bien, quoi. Donc voilà. Et donc durant je reprends la parole. durant ce festival, donc cette rencontre, donc toi tu proposes de construire sa propre harpe. Est-ce que tu peux un peu expliquer aux gens comment ça se passe, en quoi ça consiste, enfin. Oui, voilà, moi j'ai toujours aimé transmettre les choses, donc ça c'est bien. Et dans ce contexte-là, moi ça dure 6 jours le festival, donc c'est assez court. Donc c'est pour ça que c'est des petits instruments. Moi j'amène le bois qui est prédécoupé, enfin en quelque sorte, mais que c'est pas vraiment un kit. C'est-à-dire que c'est du brut de sciage, quoi. Ça vient juste d'être découpé, j'ai mis les planches à épaisseur, etc. Mais elles sont pas ajustées. Et donc après, le travail des stagiaires, ça consiste à ajuster toutes les pièces avec les bons angles, les bons... des patrons? Non, il y a des gabarits, mais il n'y a pas que des gabarits. Il y a des choses aussi, il faut les faire un peu au feeling, quoi. Donc avec des erreurs, hein, mais ça c'est normal. Hein. Ils ont le droit de faire des erreurs. Hein. Moi, je suis là pour réparer les erreurs, justement. Assembler les pièces, assembler la caisse de résonance. Il y a une barre à l'intérieur de la harpe qui sert à renforcer et aussi à répartir un petit peu le son. Donc c'est eux qui la travaillent, cette barre. Tous les perçages de chevilles, de sillets, etc., c'est eux qui les font. Et donc c'est une finition cirée parce qu'on n'aurait pas le temps de faire un vernis et tout ça, donc c'est assez simple comme finition. Et puis la pose des cordes, donc ils font vraiment tout de A à Z, quoi. Ça c'est bien. Et alors c'est assez intensif quand même. Alors au début du stage, tout le monde est un petit peu dans ses petits souliers parce qu'ils se connaissent pas. Et puis de fil en aiguille, voilà, c'est ça. De fil en aiguille, les gens ils font connaissance. Alors un petit groupe de 6 personnes parce qu'après j'ai plus assez d'outils et puis je peux pas donner pour tout le monde. De fil en aiguille, ça crée vraiment un groupe intéressant, je trouve, vraiment, c'est chouette. Et puis et donc moi au début, ils partent à l'heure et ils arrivent à l'heure, puis à la fin ils arrivent en avance et il faut que je les foute dehors le soir parce qu'ils veulent pas sortir, quoi. Ah oui, d'accord. Ça y est, ils sont piqués de... C'est ça, voilà. Et j'ai beaucoup de stagiaires que maintenant j'en connais beaucoup que je revois d'une année sur l'autre à Dinan et qui viennent. Il y en a qui sont venus me voir à l'atelier. Il y a une fille là qui fait un stage avec moi, une autre. Il y a deux stagiaires qui font des stages avec moi. Et qui ont... J'ai même eu une de mes premières stagiaires qui s'était installée luthier juste après avoir fait le stage. C'est Anne-Catherine Bouffe, je sais pas si vous connaissez, elle fait des petites harpes. On s'est rencontrés il y a très longtemps. Petites harpes anciennes aussi. Et en fait, elle avait fait le stage avec moi et l'année d'après, elle s'installait luthier. Je crois qu'elle m'en avait parlé, oui, d'accord. Donc voilà, c'est une première approche de l'harpe, c'est pas bien sûr. De la lutherie. Voilà, parce que il y a pas ce qui manque en fait à ce stage et que je peux pas faire parce que j'ai pas le temps. Ce serait de faire la conception de l'instrument. Parce que c'est au moment de la conception qu'on comprend vraiment pourquoi on fait comme ci et pas comme ça. Donc j'essaye de leur expliquer au fur et à mesure du stage un petit peu pourquoi on a fait ça et pourquoi on a mis tel angle et pourquoi on a
comment on fait pour dessiner la harpe. Alors j'ai un collègue, là, Didier Saint-Paul, qui fait les stages de dessin. Oui. Et j'aimerais pouvoir faire une collaboration avec lui. Genre, on dessine sa harpe avec lui, et puis il vient la faire avec moi l'année d'après ou 6 mois après, quelque chose comme ça, quoi. Ça pourrait être sympa. On en a vaguement parlé. Pour l'instant, ça s'est pas fait, mais ça pourrait être un projet. Parce qu'en fait, en définitive, tu es le seul en France à proposer ça. Oui. Tous les ans, j'allais à Dinan, et tous les ans, en ressortant de Dinan, je me disais, mais je pourrais très bien m'installer luthier, je suis pas plus bête que les autres, j'arrive aussi bien. Et je le faisais pas parce que il y avait le confort derrière financier, salarié, quoi. Oui, bien sûr, et là, ça m'a donné un petit peu le coup de pied dont j'avais besoin pour lancer le projet, quoi. Bon, j'ai de la chance, ma femme m'a soutenu, parce que c'est pas toujours évident. Elle m'a soutenu, elle me soutient toujours d'ailleurs, donc ça a pu se faire. Puis ça, comme j'avais déjà des contrats, finalement, puisque j'avais déjà Dinan et l'île de Wight, puis j'avais déjà des contacts avec pas mal de monde. J'avais un réseau, un petit réseau, donc qui n'est pas encore gigantesque, mais qui existe quand même. Là, le but aujourd'hui, si vous m'entendez de là où je suis, le but c'est aussi de faire connaître le travail de lutherie, et en tant que prof et artiste d'expliquer que c'est quand même important, nous, d'avoir des connexions avec les luthiers, parce que encore aujourd'hui, j'ai encore eu une jeune fille sur Facebook qui demandait des informations sur des sites de revente de harpe qui vient du Pakistan, et moi ça m'agace de voir des gens qui n'arrivent pas à comprendre qu'une harpe, ça a un certain prix, c'est vrai, mais qu'à côté, il y a un humain, et que c'est pas parce qu'on va faire importer de je sais pas où. Surtout que la jeune femme, bon, je pense qu'elle ne sait pas qu'en fait, le magasin en question, il est pas luthier, il revend même pas une marque en principe. Non. Voilà, et moi, ça m'agace, parce qu'après, je me retrouve avec des gens déçus, parce que ils se rendent pas compte que c'est la lutherie, c'est un art. Même Camac et Selvi qui sont semi-industriels, voilà, il y a un certain coût, et à chaque fois c'est toujours la même ambivalence. Je veux une petite harpe pas chère. Oui, mais qu'est-ce que vous appelez pas cher? Elle a répondu 600 €. Alors c'est sûr que pour un départ, ça peut paraître beaucoup, 600 €, mais aujourd'hui, il y a une pénurie de harpes, de petites harpes, parce que on va pas relancer l'affaire, mais Camac a arrêté les bardiques. Voilà. Peut-être pour relancer un autre modèle, qui sait, mais en attendant, il y a de la place, je pense, pour des gens comme toi, et de faire comprendre aux gens que c'est un travail, et que vous avez des fournitures à payer, et puis du temps, et que voilà. Moi je pense que ce que je vais faire dans quelques temps, je vais essayer de collecter des informations qui soient globales, mais un peu comme on fait à la télévision, en disant voilà, le bois ça coûte tant, les leviers ça coûte tant, et tout, pour faire comprendre aux gens pourquoi on paye même une petite harpe 1000, 1500 €. Parce que derrière, il y a quelque chose, quoi, tu vois. Oui, parce que rien que les leviers, c'est minimum 10 € pièce. Oui. Donc quand on a 30 cordes, 300 €, quoi, minimum. Ouais. Et ça, c'est le prix que nous, on les paye, quoi, donc en tant que luthier. Oui. Donc c'est plus cher quand on les vend, forcément. Et c'est beaucoup de temps de travail, en fait. Bien sûr. C'est vrai que des entreprises comme Camac ou Selvi, ils sortent une dizaine de harpes à la semaine, quoi. Oui. Sans souci. Nous, c'est pas le cas. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais d'un autre côté, on a un rapport privilégié avec vous, parce que s'il y a un problème, tu es réactif. Tu connais ton instrument. Voilà. Moi, je fabrique toujours l'instrument pour quelqu'un. C'est-à-dire que j'essaie de rencontrer, si c'est pas possible, ça peut être par téléphone ou par mail ou de différentes façons, mais de voir qu'est-ce qu'il recherche, en fait. Qu'est-ce qu'il veut faire comme musique avec? Est-ce qu'il s'accompagne au chant? Ou pas? Est-ce que c'est pour faire jouer en plein air? Est-ce que c'est pour jouer plutôt en concert ou je ne sais quoi? Donc déjà, ça permet d'avoir une idée un petit peu du son qu'il recherche, de l'esthétique aussi de l'instrument, parce qu'ils sont faits aussi un peu sur mesure. Il y a la forme, moi j'ai une forme plutôt qui part en pointe vers le haut, mais je mettrai des photos. Si mon client il veut pas de pointe du tout, il n'y a pas de pointe du tout, quoi. Là, ça peut tout à fait s'adapter, quoi. Et puis comment dire, après moi quand je fabrique la harpe, au moment où je la fabrique, en fait, quand je suis en train de la fabriquer, je pense à la personne à qui je la fais, quoi. Parce que il y a une sorte de connexion qui s'est faite. Et moi, j'écris souvent des choses à l'intérieur de mes harpes.
tout le temps même. Il y a beaucoup de choses écrites à l'intérieur, ça se voit pas, on peut pas le voir même d'ailleurs, c'est fait exprès, mais c'est des espèces de prières, voilà, ouais, c'est un peu comme d'intention. En fait, moi, ça vient de mon ancien boulot là où j'avais beaucoup d'accès aux instruments du monde, et dans les instruments du monde, souvent on leur donne une âme en quelque sorte. Alors des fois c'est du sang de poulet, des fois c'est des choses écrites, des fois c'est des plumes accrochées, des crânes de je ne sais trop quoi. C'est pour éloigner le mauvais œil et puis pour amener une âme à l'instrument. Donc là c'est un peu la même démarche. Moi quand je fais des stages, mes stagiaires ils écrivent plein de trucs aussi à l'intérieur de leur harpe. Et ils réfléchissent quelques jours avant, je leur dis vous allez avoir quelque chose à écrire, donc ils réfléchissent à ce qu'ils veulent mettre. Et ça donne vraiment une... alors c'est comme une consécration en fait. Voilà, c'est pas ça qui va faire sonner mieux l'instrument, mais ça lui donne un... Ouais, voilà. Il y a quelque chose quoi. Il est fait pour quelqu'un. Et puis c'est vrai que bon, s'il y a un problème, effectivement, bah moi je sais pourquoi il peut y avoir un problème, puis je refais quoi. S'il y a besoin de refaire, je refais. Ou même de donner des conseils ou des choses oui, comme voilà, ça. des choses comme ça. Ouais. Tu vois, dans le dernier stage que j'avais fait une matinée entretien de la harpe avec des choses basiques pour expliquer aux gens, par exemple, pourquoi il faut accorder levier baissé. Parce que avec une double tension, c'est comme ça que tu dérègles plus vite. Bah oui, mais personne ne le dit ça, tu vois. Donc mais des petites choses comme ça, quoi, tu vois. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et vous, les luthiers, bah vous êtes là aussi pour, voilà, vous connaissez un peu votre travail. Oui, bah oui, des fois il y a des petits trucs. J'ai une dame qui m'avait appelé une fois parce que sa harpe, elle avait une corde qui frise. J'étais sur Le Mans, donc j'avais pu aller la voir directement chez elle. C'était un tour de clé, quoi. Puis ça y est, ça frisait plus. Mais c'est des petits détails tout bêtes. Et je pense qu'on devrait même pouvoir j'essaye de l'expliquer, moi, à mes stagiaires, puis à mes clients quand j'en ai. Si jamais vous avez un truc qui fait ça, vous tournez un petit coup de clé et puis c'est bon, quoi. Et c'est vraiment très très simple à régler. Il suffit de comprendre qu'est-ce qu'il y a qui va pas. De toute façon, la lutherie, c'est du bon sens. Hein. Oui, j'imagine. Beaucoup de bon sens. Et puis après, de comprendre comment ça fonctionne. Aujourd'hui, je me réintéresse un peu à ça. Parce qu'à l'époque, quand j'ai eu celle que Marin m'a fabriquée, j'avais posé quand même pas mal de questions. Mais c'est vrai qu'en tant que musicien, on n'ose pas trop toucher. Je me rappelle d'une fois où Marin était venu pour réviser la harpe et il a sorti un maillet, il a commencé à taper. Oui. J'étais pas outrée, mais je me disais intérieurement, mais jamais j'aurais osé faire ça. Mais lui, c'est son bébé, il la connaît par cœur, il la regarde. Tu vois, c'est vrai que nous, on est l'instrument de l'instrument. Et du coup, il y a des fois, on se dit, mais est-ce qu'on faut oser faire ça, etc. Ou le coup, une fois, ma harpe était tombée en fête médiévale, j'étais affolée, quoi, parce qu'elle avait une belle cicatrice à l'avant, et il m'avait expliqué le coup du fer à repasser, quoi. C'est-à-dire que tu prends un gant humide, et puis après, tu passes pour que le bois voilà, mais... Bon, quand j'ai dit ça à mon mari, j'ai dit, tu sais, il faut que je prenne un fer à repasser. C'est Marin qui l'a dit. Bon. Mais voilà, ça, c'est des astuces que vous apprenez avec le temps. Oui, on est étonné, en fait, de tout ce qui peut se réparer, en fait. Oui. C'est vrai que des fois, il y a des choses, on dit, mais c'est foutu, quoi. Mais non, en fait, on peut réparer. Alors, ça prend plus ou moins de temps, il faut avoir plus ou moins de savoir-faire. Et puis, il y a toujours des petites traces, quand même. Mais c'est la patine du temps, en même temps, aussi. Mais des fois, il vaut mieux pas que les gens soient là quand on répare leur instrument. J'imagine. Et alors, le pire, c'est quand on répare des violons. Enfin, moi, je le fais pas parce que je le laisse à des gens qui sont plus expérimentés. Mais quand on détable un violon, ça craque un coup sec, quoi. Et celui qui a le violon, le propriétaire du violon, s'il est là, en plus, on imagine les prix de certains violons, il crise cardiaque assuré, quoi. C'est crac. Donc, alors, je reviens, je redistribue la conversation. Alors, aujourd'hui, au niveau de tes harpes, est-ce que tu peux donner quelques détails au niveau du bois, des cordes, enfin un petit peu, toi, ta signature à toi? Je travaille beaucoup le merisier. J'essaye de privilégier les bois locaux. Avant, en stage, par exemple, j'utilisais du Sipo, j'ai arrêté, j'utilise du frêne maintenant parce que pour des questions écologiques, pour pas que le bois il vienne de l'autre bout de la terre. Donc j'utilise moi pour mes harpes à moi beaucoup de merisier, du noyer de temps en temps, mais c'est pas facile à trouver. Du frêne. Alors le frêne, ça donne un son plus clair, mais c'est plus lourd comme bois, alors que le merisier donne un peu plus chaud, le noyer encore plus chaud. J'utilise dernièrement, là je viens d'essayer du châtaignier sous les conseils d'un luthier allemand et effectivement ça a l'air de bien fonctionner.
Ça ressemble pas mal au frêne, enfin c'est un bois plutôt blanc. Tu arrives facilement à te fournir? C'est pas toujours facile, non. Ouais. Le merisier, c'est devient de plus en plus difficile parce que maintenant, il sert plus de bois de chauffage qu'autre chose. Mais on en trouve, enfin moi j'ai des fournisseurs à côté de chez moi. Pour la table, parce qu'en fait le bois pour la harpe en général c'est du bois d'ébénisterie, parce que c'est tellement gros instrument, il n'y a pas de fournisseur spécifique harpe, quoi. Par contre pour la table, là c'est des fournisseurs spécifiques bois de lutherie, donc du bois qui a été découpé d'une certaine façon, séché dans certaines conditions, etc. et sélectionné. Donc c'est de l'épicéa souvent pour la table. C'est celui que je préfère, moi, personnellement. Mais parfois, je propose aussi du red cedar. Ça se fait de plus en plus sur l'art. Qui donne un son un peu plus chaud, un peu plus de médium. Mais qui va moins se bonifier dans le temps que l'épicéa. L'épicéa, il va se bonifier. C'est le bois d'excellence. Ouais, voilà. Moi, je trouve que c'est vraiment celui qui va... Je peux dire 90%, mais ouais, on va dire 80% des harpes qu'on trouve, c'est en épicéa. C'est en épicéa, voilà. Alors... comme tous les luthiers indépendants, mes collègues, quand je fais des tables en massif, il n'y a pas de plaquage dessus. Beaucoup d'autres fabricants mettent un beau plaquage d'épicéa très joli, puis quand vous regardez à l'intérieur, en fait, c'est du sapin. C'est moins bien. Et j'utilise aussi du contreplaqué de temps en temps sur les petits modèles, pour les stages par exemple, parce que faire une table en massif, c'est beaucoup de travail, c'est pas facile. Alors qu'une table en contreplaqué, c'est assez simple. Donc pour les petits modèles, celui que j'ai fait là, c'est une table en contreplaqué. Ça marche bien. Il y a moins d'harmonique que sur une table en épicéa, ça c'est clair. Mais c'est assez puissant. Ça projette pas mal. Et au niveau des cordes? Au niveau des cordes, moi j'utilise des Savarez Alliance, donc KF. Pour l'instant, j'ai toujours utilisé que ça. Je trouve que ça marche assez bien. Seul le petit défaut, petit bémol, c'est que les aigus, ils ont tendance à casser un peu plus facilement. Je sais que certains luthiers marins Lopito, par exemple, utilisent des nylons pour les aigus. Et j'ai redécouvert ça il n'y a pas longtemps. J'ai pas expérimenté encore. Je me dis peut-être que j'expérimenterai le nylon pour les aigus. Et puis pour les basses, les cordes filées que fournit Savarez, elles sont pas bleues pour les fa. Et ça, il y a certains clients que ça perturbe. Ils n'ont pas les fa bleus. Mais ceci dit, j'ai eu l'occasion d'entendre d'autres marques que Savarez. Enfin, Savarez, c'est pas eux qui font leurs cordes filées, je crois pas. Enfin, où ils les font. Je sais pas comment ça marche, mais elles sonnent beaucoup moins bien. Et donc, bien que ce soit pas, bien que ce soit pas bleu, pour l'instant, je reste sur Savarez. J'essaierais bien aussi les Silk Gut. Oui, j'ai déjà vu ça, des Silk Gut, mais j'ai pas encore vraiment trouvé de fournisseur intéressant pour ça. Parce que voilà, Savarez, moi j'achète directement chez eux, c'est pas pareil que si je passe par un intermédiaire, quoi. Bien sûr. Donc pour l'instant, j'ai pas vraiment trouvé de solution idéale pour ça. Salut, c'est Eve Magdelaine. Je vous remercie d'écouter ce podcast. Je fais un petit intermède pour vous rappeler que ce podcast et la diffusion de tous ces podcasts ne sont possibles que si vous vous abonnez à cette chaîne et que vous activez la petite cloche. Bien sûr que vous likez et encore mieux, on va dire, que vous commentiez ces podcasts, que vous laissiez peut-être des commentaires ou des questions. Ça me fera toujours plaisir de vous lire et de vous répondre et aussi de transmettre auprès de mes invités vos questions. Sachez que si vous voulez aller un petit peu plus loin, je propose de l'accompagnement à la harpe celtique, soit sur Brest et partout dans le monde, bien sûr, avec la magie de Skype et de Zoom. C'est une manière très facile et ludique de pouvoir aussi apprendre la harpe celtique, ainsi que sur la plateforme Teachable dont vous avez les liens en barre d'infos, où vous pouvez soit vous abonner pour avoir tout le contenu de toutes les formations que j'ai fait depuis un certain nombre d'années, ou simplement d'acheter au fur et à mesure soit des partitions, soit des formations en vidéo.
Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. J'aurai toujours plaisir et de vous répondre tout simplement. Voilà, je vous remercie et on repart tout de suite dans le podcast du moment. Donc là, tu m'as fabriqué à ma demande. Voilà. J'explique dans le podcast qu'en fait, nous partons pour une collaboration. Qui signifie qu'en fait j'ai commandé à Sylvestre une harpe. Voilà. J'ai expliqué en fait qu'avec Sylvestre, moi ça fait un bout de temps que je suis son parcours à Sylvestre parce que on a une connaissance commune qui est Charlène Épinal qui m'a beaucoup parlé de toi à la période où on se fréquentait dans les stages et qui m'avait présenté une petite harpe que tu lui avais fabriquée. Avec une tête de chat. Avec une tête de chat, voilà. Après la vie a fait qu'on s'est éloigné, enfin bon, voilà, on a fait chacun notre chemin, quoi. Et puis, il y a à peu près 1 ou 2 ans, j'ai commencé à contacter certains luthiers, dont Bernard Louviot. Oui. Voilà, parce que moi, je veux que les gens puissent, qui sont un peu nouveaux dans ce monde-là, puissent connaître des luthiers et puissent, voilà, avoir une connexion avec le savoir-faire français, d'abord. Et de pas, comme j'expliquais tout à l'heure, acheter des harpes sur internet qui sont pas de qualité. Et voilà quoi. Donc j'ai contacté Sylvestre il y a pas très longtemps en lui disant voilà, moi j'ai un savoir-faire de communication, Sylvestre a un savoir-faire de lutherie, faisons un truc ensemble. Voilà. Et il m'a proposé gentiment contrepartie, je dis aux gens, je ne dirai pas plus, mais je paye la harpe avec des avantages, mais pour faire connaître le travail de Sylvestre d'une façon, on va dire, plus visible, même si peut-être que vous le connaissez, que vous l'avez déjà rencontré sur Dinan, mais voilà, de le faire connaître, on va dire, un peu plus avec mon réseau à moi, et voilà, de faire un focus sur un savoir-faire et une harpe, parce que jusqu'à présent, moi, des vidéos avec des harpes, j'en ai pas trouvé. Non, il n'y en a pas en fait. C'est le travail, je pense, des harpistes, de justement faire travailler ces harpes-là. Alors moi, je fais plus de concerts. Par contre, je fais des vidéos de présentation pour justement que les gens puissent avoir accès à ce genre d'informations et de faire de la pub auprès de... Voilà, quoi, parce que je sais qu'en règle générale, les luthiers n'aiment pas trop parler d'eux. En tout cas, c'est pas facile en vidéo. C'est un peu des ours. Voilà, vous êtes des ours. Bien cachés parfois, parce que il y a des endroits, il y a des gens que j'ai été voir pour les trouver, même en pleine ville. Waouh. Moi, j'en fais partie. Enfin, j'habite en derrière, pleine campagne, mais dans un endroit où il faut y aller près. Quoi. Mais bon. Donc voilà, donc aujourd'hui on est là pour voilà, que Sylvestre vous explique un petit peu son travail, il a un peu détaillé. Donc la harpe que tu m'as fabriquée, est-ce que tu peux me donner un petit peu sa signature et son identité? Après je mettrai moi certainement des photos de ton site et plus de celle-là. Voilà, vas-y, dis tout. Donc alors pour Eve, j'ai fait une harpe 26 cordes, donc moi sur mes modèles c'est l'équivalent de la Wena, mais avec une table en contreplaqué, parce que j'avais pas le temps. Ah oui, j'ai un peu pressé, voilà. C'est de ma faute. Mais je ferai essayer à l'occasion des tables massives. Ouais. Et donc, pourquoi une 26 cordes? Parce que c'est un modèle petit. Moi, mes harpes, elles vont de 23 à 36 cordes. Et c'est un modèle qui, là j'ai beaucoup de demandes en fait pour ce modèle-là depuis quelques temps. C'est bien. Sans avoir fait de publicité particulière, parce qu'effectivement les gens recherchent aussi ces petits modèles qui sont faciles à transporter et qui, comment dire, permettent déjà de faire quelque chose, quoi. 23 cordes c'est peut-être un peu limite, mais 26 ça commence à être bien. Donc mes 30 et 26 cordes, c'est 2 modèles qui marchent pas mal, quoi. Donc celle que je lui ai faite, elle est en châtaignier avec une caisse à 5 pans, donc légèrement arrondie, quoi. Des demi-tons composites, c'est ceux qui viennent de sortir là, il n'y a pas longtemps, qui sont faits par les moines de Cœur Moussa, qui ont été conçus par André Glémin. J'ai vécu au Sénégal. Ah oui. Donc, et c'est des demi-tons qui, enfin, je sais pas si vous connaissez, moi j'utilise 3 sortes de demi-tons, des Kamak,
des de la cour Les de la cour. et des composites. Ouais. Et en fait, les de la cour et les composites ont été conçus par André Glémin, D'accord. et Camac aussi d'ailleurs, au passage. Comment dire, Et quels sont... bah, Oui, vas-y. l'avantage de Oui. c'est le même concept que les de la cour, sauf qu'ils sont dans un matériau composite, donc ils sont très très légers. Très léger, d'accord. Voilà. Ouais. Alors sur les petites harpes, c'est intéressant Oui. parce que d'abord ils passent très très facilement et ils n'amènent pas de poids, quasiment pas à la harpe. Celle-ci elle fait 5 kilos. D'accord. Et donc voilà. Après c'est des cordes KF, donc ils sont dessus, donc Alliance, Savarez. Ça va du Ré pour la plus grave jusqu'au La pour la plus aiguë. Voilà. On se retourne parce que l'harpe est derrière nous, donc on était en train de regarder. Voilà, alors pour F, j'ai mis une petite décoration, c'est un petit dragon, mais viking. Ah. J'ai été en vacances en Suède et au Danemark cet été, j'ai trouvé ce petit dragon là, et j'ai trouvé ça sympa. Merci beaucoup. Donc j'ai fait ça. Et le pied que tu m'as montré là. Oui, c'est une harpe, enfin les petites harpes, elles peuvent être jouées posées ou portées. D'accord. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas les jouer portés parce que ça incline la harpe sur le côté. Oui. Donc, voilà. Mais après, je pense que c'est une question d'habitude. Il y a Morgane, je sais plus son prénom. Glencoe. Oui, voilà. Ouais. Qui a conçu un harnais qui est assez bien foutu, qu'elle m'a fait voir, elle dit non, qui permet de garder la harpe droite. Donc, s'il y a quelqu'un, ça doit s'adapter à peu près à toutes les harpes, donc on peut la contacter et elle serait un plaisir d'en faire un. Mais sinon, avec une sangle de guitare, type sangle de guitare, ça fonctionne, mais la harpe est un peu inclinée. Et donc, quand on la porte debout, comme ça, c'est pas confortable des fois d'avoir un pied parce que ça peut blesser un peu, quoi. Ouais, je comprends. Donc là, c'est un petit pied amovible. Il fonctionne avec des cames, on le met dedans, clac, et on le coince. C'est une bonne idée, vraiment. Sinon, je peux aussi proposer la même harpe avec un stand. Ouais. Donc là, pour le coup, on la pose pas par terre, quoi. Le pied, en fait, il n'existe pas. Et on la pose sur un stand, un peu comme on le ferait avec une guitare ou un autre instrument. Donc voilà. Mais là, j'ai expérimenté ce petit pied qui m'a l'air pas mal fonctionné. Ouais. Je montrerai. Voilà. Je ferai certainement une vidéo complémentaire sur le podcast et on peut mettre aussi des sticks, j'imagine. Tu sais ce qu'on trouve aux États-Unis là. Les barres là. Alors je l'ai pas équipé pour. Enfin, il faudrait mettre des vis, des trucs, mais ça pourrait tout à fait s'équiper. Ouais. Oui, j'ai réfléchi à plusieurs idées. Pour l'instant, j'ai expérimenté plusieurs trucs. Les pieds rallongés comme ça, il y a pas mal de gens qui trouvent ça très très moche, donc ils en veulent pas. Oui, j'ai vu en Russie ils font ça, ils ont des petites harpes avec des grands pieds. Ouais. Ça fait un petit peu bizarre. Faut arriver à trouver un équilibre. Mais après, ils peuvent être amovibles, je dirais, ça peut être utile. Oui. Il y a des musiciens qui par exemple, vous connaissez peut-être Salomon, oui. La musique juive. Oui. Lui, il a acheté une table chez Ikea, une table de basse, qui est toute légère, et il trimballe sa table et il pose sa harpe sur la table, et ça fait juste sa taille. Quand il est debout, ça lui va très très bien. Bon, je sais pas où elle en est, mais par exemple, Elisa Velia, elle a une table de jardin pliable, elle met sa harpe, bon, elle joue debout, évidemment, mais tu vois, voilà, c'est... Donc il y a plein d'astuces, c'est vrai, mais les harpes Pilgrim, par exemple, ont des grands pieds comme ça aussi, mais qui sont amovibles. On les dévisse et puis hop, la harpe elle est posée sur des pieds petits. Par contre, je crois que c'est du métal. Oui, c'est-à-dire que... Des photos, j'ai l'impression que c'est un système... Oui, c'est une vis. C'est une vis. La structure, c'est du métal pour être un peu lourde. Je ne crois pas sur l'harpe Pilgrim. Non, il me semble que c'est un... Ah, tu veux dire le truc qui se déplie? Non, les harpes Pilgrim, elles ont une base un peu plus large que l'harpe, et puis il y a 4 pieds qui viennent se visser dans des vis à bois, enfin métal. Oui. Et tes filles, ça c'était intéressant, la harpe que j'ai achetée au Pays de Galles, les bouts de pied, ils utilisent ça pour rajouter les pieds complémentaires. Ah d'accord, ah oui. Ça se visse là. Là à l'endroit où normalement on a moi je vais appeler ça le coussinet, et l'endroit où et ben là tu as un moyen de rajouter les pieds pour encore remonter pour avoir en fait 2 niveaux quoi. Mais je pense qu'il y a plein d'astuces à trouver. J'ai réfléchi moi assez souvent à ce genre de choses. C'est sûr. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé. Ça c'est le problème aussi, moi je me suis rendu compte avec le temps que parfois on en discute pas mal avec les élèves,
que parfois tu as certains modèles de harpe qui ne sont pas forcément faits pour notre morphologie, où il faut trouver la hauteur idéale pour pas se faire mal, parce qu'au bout d'un moment... Oui, c'est pas toujours évident ça. Ouais. C'est pas évident parce qu'on est contraint par le nombre de cordes et l'espacement des cordes à une taille de harpe un peu standard qu'on peut pas déroger à cette règle-là, quoi. Et effectivement, selon les personnes, il y a des gens qui vont trouver que les cordes sont basses, par exemple, sont trop loin, ils n'ont pas le bras assez long pour aller les attraper. Mais si on les rapproche, ben après les cordes sont trop proches les unes des autres, ou alors l'angle entre la caisse et puis la corde est trop fermé. Enfin bon, ça peut poser des... C'est pas toujours évident. Non, c'est vrai. Non, c'est pour ça que c'est bien d'avoir aussi plusieurs luthiers, parce que chacun a ses caractéristiques, et des fois certaines personnes vont se trouver à l'aise sur une harpe d'un luthier et pas sur l'harpe d'un autre, et on se complète comme ça, quoi. Tout à fait, oui, ça c'est vrai que moi ça m'est arrivé quand je fais des stages, les gens amènent leur harpe, ils essayent la mienne, ils essayent d'autres harpes, et du coup ça leur permet de dire ah bah je la voyais pas comme ça, ou alors j'ai un coup de cœur. Donc du coup c'est vrai que c'est entre eux, et puis moi je donne aussi mon avis sur ce que je vois. Bon, moi j'utilise pour les cours une Mélusine de chez Camac, parce que je trouve que c'est une taille standard pour débuter. Mais après j'explique aux gens, je dis après plus tard quand vous allez vous chercher votre son, essayez des harpes de luthier. Peut-être que vous n'aurez pas de coup de cœur, mais essayez, parce que vous avez tous une signature différente, une approche différente. Même si vous êtes tous toi, je veux dire, peut-être il y en a ils vont accrocher avec toi, puis d'autres ils vont pas accrocher, ou ils vont pas trouver ce qu'ils cherchent, ou toi, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement vous n'êtes pas beaucoup, mais en même temps vous avez une palette intéressante de savoir-faire. Oui, c'est ça qui est intéressant, le fait d'être indépendant chacun de notre côté. C'est qu'on a chacun notre marque, aussi bien au niveau de l'esthétique que de l'ergonomie, que du son. C'est-à-dire qu'il y a certains luthiers qui ont chacun on a un son propre. Et c'est très très difficile à expliquer pourquoi. C'est une histoire d'épaisseur, de choix d'épaisseur de bois, de choix de qualité de bois, de choix de ci, de là, d'angle, de plein de choses. C'est la magie. Et donc, effectivement, l'idée, nous, c'est pas d'essayer de reproduire le son d'un tel ou de l'autre, c'est d'avoir notre propre son. Et tout le monde a cette démarche-là. Et c'est ce qui permet d'avoir une palette suffisamment intéressante de choix et de se démarquer aussi des autres. Si on avait tous le même son, ça n'aurait aucun intérêt. Si on avait tous la même esthétique, voilà, bien sûr, aucun intérêt. Donc vous avez tous votre point de vue, vos différences, votre comment je vais expliquer ça, votre savoir-faire manuel, c'est-à-dire que tu vas pas sculpter, tu vas pas découper, il y a des formes qui toi vont te plaire et pas d'autres, des petites subtilités derrière qui sont vos secrets de fabrication, qui font que tout ça c'est ta signature. Après chacun a plus ou moins sa marque de fabrique, c'est-à-dire que par exemple Marin Lopito aime beaucoup sculpter des têtes devant là. Et moi c'est quelque chose que je trouvais absolument extraordinaire quand au début j'ai commencé l'harpe. Moi Marin Lopito ça a été mon modèle, ça a été la première personne que j'ai rencontrée à Dinan, je lui ai tenu la jambe pendant les 2-3 premières années, et il est devenu c'est devenu un ami quoi. Enfin il m'a expliqué énormément de choses, et j'adorais sa façon de faire. Mais même si sur les premières harpes j'ai pompé délibérément, je lui ai dit d'ailleurs, j'avais pompé délibérément sur sa façon de faire, j'avais sculpté des têtes comme ça à l'avant sur 2 harpes que j'ai faites, dont celle de Charlène. Mais après, quand comme là c'était juste pour expérimenter, après je l'ai plus fait parce que c'est sa marque de fabrique à lui. Et donc par principe, on va pas aller faire ce que l'autre fait. Moi, ma marque de fabrique, c'est souvent de faire des incrustations. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de harpes avec des incrustations dedans. Il y a des trucs en surépaisseur, des choses comme ça. Bon, moi j'essaye d'incruster le plus possible. Donc c'est un peu ma marque de fabrique avec les formes en pointe. Comme ça. D'autres préfèrent les formes arrondies. John Delorme, par exemple, a une harpe très compacte avec des formes très arrondies. Voilà, chacun a son style et ça. Donc aujourd'hui, tu es indépendant. Oui. Voilà, où est-ce que tu es situé? Alors moi, je me trouve en Mayenne, mais tout au nord de la Mayenne, à quelques kilomètres de l'Orne. D'accord, ok. Pas très très loin d'Alençon. D'accord, de toute façon, je mettrai quinzaine de kilomètres d'Alençon. Ton site internet. Et alors, pour résumer, actuellement, au niveau modèle, tu as quoi comme modèle? Parce que les gens qui connaissent alors, j'ai le plus grand modèle, c'est la Mael One, qui a 36 cordes. J'ai un modèle 34 cordes, mais qui est pas sur le site pour l'instant encore.
j'ai un modèle 30 cordes, la Gwenaël, qui marche pas mal, celui-ci. Et puis un modèle 26 cordes, donc Awena. Et puis la Tuala, qui est le modèle 23 cordes, c'est le même, l'équivalent de celui que je fais en stage, quoi. D'accord. Alors quand je l'ai fait moi, généralement, je rajoute des petits filets, des petits machins, des décos, quoi. Ouais. Mais sinon, c'est le même instrument. Et j'ai certains modèles qui peuvent se décliner en deux, comme c'est des prénoms bretons, c'est facile. La Gwenaël, elle peut s'appeler Gwen, et à ce moment-là, au lieu d'avoir une caisse à 5 pans, elle a une caisse rectangulaire. Donc elle est un peu plus simple en fait au niveau de la conception, ce qui permet de la vendre un petit peu moins cher. Et puis c'est pareil, la Wena peut s'appeler Awenik, et donc avoir une caisse rectangulaire et une table en contreplaqué qui la rend un peu moins chère et un peu plus facile à actuellement, par rapport à la tendance, les deux modèles qu'on te demande le plus? La Gwenaël et la Wena. D'accord. Ouais. La 30? La 30 et la 26. Et la 26, ouais. C'est le et milieu, quoi. Et plutôt en massif. Ouais. Même si je la propose en contreplaqué, c'est rare. J'en ai fait une il n'y a pas longtemps en contreplaqué, mais c'était pour quelqu'un qui joue beaucoup à l'extérieur et qui fait qui travaille beaucoup avec les enfants. Il travaille beaucoup avec les enfants, des animations avec les enfants. Je lui ai dit, vaut mieux que ce soit du contreplaqué parce que ça va moins prendre les coups si les enfants ils tapent dessus. Si tu as des changements de température très importants, des choses comme ça sera mieux. Mais voilà. Mais sinon, c'est plus quand même du massif. D'accord. C'est vrai que tant qu'à faire d'acheter une harpe de lutherie, c'est quand même plus intéressant d'avoir du massif. On va bientôt finir parce que tu as une épouse qui t'attend dans la voiture d'un côté et moi j'ai un mari qui m'attend à Brest. Mais en tout cas, j'ai été ravie de t'avoir rencontré, même si c'était sur un parking devant une rivière dont je ne connais pas. Qui a bientôt débordé d'ailleurs. Oui, elle est en train de monter, c'est vrai, depuis tout à l'heure là. Voilà, donc j'espère que ce podcast vous a plu. On n'a pas pu faire de vidéo pour cette première rencontre parce que c'était un petit peu compliqué, mais on se rattrapera, vous ne vous tracassez pas, de toute façon ce n'est que le début. Donc moi mon travail aujourd'hui c'était de vous présenter Sylvestre et son travail, et dans les prochaines semaines, prochains mois, vous allez avoir des morceaux adaptés justement à cette harpe là, pour montrer aussi que on peut aussi jouer sur des harpes qui ont un peu moins de cordes, de savoir adapter et de montrer toujours le savoir-faire des gens, que ce soit Sylvestre ou Bernard ou d'autres. Voilà, mon but aujourd'hui c'est de donner ma visibilité à moi, voilà, qui est ma petite visibilité, mais que toi t'as pas le temps de faire parce que vous les luthiers déjà vous n'avez pas forcément le temps de jouer, de faire des vidéos et de faire des photos, voilà, ça c'est pas forcément évident. Donc moi je pense que voilà, on est assez complémentaires de ce côté-là. Et bon, le gang des des Sylvestre, Eve, vous entendrez parler de nous encore, il y a pas de problème. Je crois que vaut mieux que ce soit Eve qui joue pour la mettre en valeur que moi, hein, parce que ça sera pas. C'est gentil. Non mais bon, ça fait des années que j'en parlais avec Marin, que voilà, je voulais faire ces collaborations-là parce que je pense qu'aujourd'hui, on doit étendre un peu le réseau et voilà, moi tous les jours j'ai des gens qui laissent des messages sur Facebook et tout, et c'est toujours les mêmes questions, et je pense que il faut prendre le temps de répondre parfois, même si de dire aux gens avant d'acheter tout et n'importe quoi, renseignez-vous, contactez des gens, parce que moi ça m'est arrivé tout au début d'acheter des harpes et d'être déçu pour plein de raisons. Et voilà, avec des luthiers comme toi ou même des marques comme Camac, peu importe. Oui, mais voilà, l'idée pour moi cette année, c'était de vous faire parler, vous les luthiers, parce que vous avez plein de choses à raconter. Nous, on est toujours, notre instrument, c'est un peu sacré, et du coup, c'est un peu de désacraliser ça, puis d'expliquer un peu votre travail, parce que c'est vrai que c'est un travail en amont. Sans harpe, on n'est pas harpiste ou harpeur, comme tu veux. Voilà. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et toi, le mot de la fin. Moi, je suis très très heureux de cette collaboration parce qu'effectivement, enfermé dans mon atelier au fin fond de la Mayenne, c'est difficile de communiquer. Mes principales communications se font dans le cadre des festivals, mais il y en a pas. Je ne peux pas aller partout dans toute la France. Et effectivement, j'ai quelques petites vidéos qu'il faudrait que je fasse passer quand même à Eve de personnes qui jouent sur mes harpes, dont Dimitri par exemple, Buckhorn, vous connaissez. Mais j'ai pas eu l'occasion de les diffuser, j'ai pas eu l'occasion de montrer ça.
Donc je trouve que c'est une super vitrine et que le travail de Eve est très très intéressant pour nous et même pour les musiciens, enfin pour tout le monde. Ça permet de faire découvrir plein de choses. Nous, ça nous aide et elle, ça lui permet de faire découvrir aussi autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir tout le temps. Donc c'est que des bonnes choses là-dedans. Bah, merci beaucoup. Voilà. Merci Sylvestre, et puis bah, vous entendrez parler de nous encore une fois. En tout cas, laissez des messages, des questions peut-être à Sylvestre, je lui transmettrai. Oui. Et puis bah, dans quelques semaines, après le stage, là on est à la veille du stage de Hildegarde de Bingen, donc j'ai beaucoup de travail, mais Sylvestre a fait vraiment un effort pour se rapprocher de moi pour qu'on puisse se rencontrer sur un parking à Lannion pour voilà, faire cette rencontre podcast. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à laisser des messages, à liker, partager, voilà, même si c'est un podcast, ça sera sur YouTube. Et je vous remercie, je vous dis à bientôt. À bientôt. Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Une vidéo présentation harpe. Ça faisait quelques mois, voire peut-être 1 ou 2 ans que je n'avais pas fait ça. Il faut savoir que c'est la catégorie qui est la plus regardée sur ma chaîne. Vous pourrez aller voir les statistiques par rapport aux morceaux de musique. On est largement au-dessus du nombre de visionnages. Tout simplement parce que y a vraiment un vide de ce côté-là. Je pense que les luthiers et les fabricants devraient s'y pencher plus. Aujourd'hui, on achète de plus en plus sur Internet. Je reviendrai sur autre chose à ce sujet. Et je pense que les gens veulent vraiment, au-delà d'une photo, ils veulent vraiment écouter un instrument. Alors évidemment, il y a aujourd'hui pas mal de harpistes qui jouent, mais en fait, je crois que les gens recherchent vraiment un focus sur l'instrument, donc d'avoir une vidéo vraiment spéciale qui présente l'instrument, ses qualités, voilà, plein d'informations qui permettent vraiment de parler uniquement de l'instrument et pas d'entendre un musicien jouer dessus sans avoir le background derrière. Donc ça, c'est quelque chose que depuis quelque temps j'essaye de faire, c'est quand j'ai l'occasion de pouvoir m'arrêter 2 secondes sur l'équipement, l'instrument, et de pouvoir vous en parler. Alors, une petite précision aussi que je voulais faire avant de commencer, parce que ça aussi c'est important. Je suis vraiment fâchée, agacée de voir encore, alors pas agacée par rapport aux gens qui posent la question, mais de voir des gens qui se lancent dans la harpe celtique et qui veulent acheter des instruments qui sont dans des magasins multi-instruments et qui proposent des modèles qui viennent du Pakistan ou peut-être même de Chine, je ne sais pas, mais en tout cas qui ne sont ni faits par des grandes marques, ni faits par des luthiers locaux, on va dire ça comme ça. Et du coup, ils se retrouvent avec des instruments vraiment bas de gamme et c'est à mon avis plus de la moitié, voire les 3/4 des raisons pourquoi ils arrêtent, parce que comme ils ne savent pas l'utiliser ou que c'est difficile à utiliser, aujourd'hui comme les gens veulent tout de suite et sans faire trop d'efforts, ben, ils se retrouvent avec des instruments qui en plus sont invendables auprès des gens qui s'y connaissent, auprès des magasins qui peuvent fabriquer, qui refusent qui peuvent réparer, qui refusent. Voilà. Donc je vais vous donner 3 astuces, si vous passez par là et si vous regardez cette vidéo, 3 astuces pour, en dehors d'acheter un instrument comme ça, qui vous vont permettre de bien démarrer. La première des astuces, on n'y pense pas, mais c'est de louer. Vous pouvez louer soit auprès des magasins. Par exemple, moi je suis en France, donc auprès de Camac, auprès de Salvi, l'Instrumentarium ou Maison de la Harpe à Paris. Il faut savoir aussi qu'on vous livre partout en France et dans le monde, hein, suivant les conditions. Ça, c'est la première astuce. Vous pouvez aussi louer auprès de professeurs ou auprès d'élèves. Voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre des cours, mais vous pouvez louer localement. Il suffit d'aller sur le Bon Coin et régulièrement, vous avez des professeurs qui sont un peu collectionnistes comme moi, qui proposent à la location des harpes. Donc déjà, commencez par louer. Ensuite, si vraiment vous avez un coup de cœur, parce que c'est quand même un coût, le deuxième astuce, c'est de vous dire peut-être d'acheter une occasion, une harpe qui a déjà servi, de pouvoir poser des questions auprès de la personne
qui s'en défait. Ça peut être l'histoire classique, c'est souvent, par exemple, des parents qui vendent la harpe de leur fille ou de leur fils parce qu'il est parti faire des études, il fait plus de la harpe, il s'en occupe plus, voilà, il a passé à autre chose. Et du coup, bah, il se retrouve un peu avec un instrument sur les bras. Donc ça, en général, c'est bien, ce sont des bonnes conditions, en général, même s'ils ne s'y connaissent pas trop. Ils ont quand même fait attention à l'instrument, enfin, j'espère. Voilà. Et la dernière astuce, c'est de ne pas hésiter à aller dans des groupes spécialisés. Alors, moi, je parle de Facebook, entre autres. Vous avez un groupe en français qui s'appelle la harpe celtique. Vous avez des gens de tout niveau, des professionnels, des débutants, etc. Et là, vous aurez des réponses qui seront qualifiées. Dans le sens où même si parfois on ne répond pas complètement, en tout cas moi j'essaye quand vous avez des questions de répondre. Je sais que parfois les gens font un peu le mort de ce côté-là, mais des gens comme moi, on essaiera toujours de vous répondre parce que même si on prend un petit peu de temps, et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, ben, moi j'estime que c'est la moindre des choses et ça n'engage à rien. Voilà, voilà. Et vous avez aussi des harpistes qui ont sur leur blog ou leur site toujours une page de conseils, donc n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, donc voilà mes petites astuces. Alors, je reviens à cette harpe que vous ne voyez pas complètement. Tac, 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 voilà. Vous verrez, je vais vous incruster des images en plus. Donc c'est une harpe qui vient d'un luthier qui s'appelle Sylvestre Charbin. Ce monsieur, j'ai fait déjà un podcast il y a quelques semaines que vous pouvez aller écouter. Je vous mettrai ici en barre d'infos le lien et puis peut-être dans la fiche, voilà, on ne sait jamais par là, parce que pendant près de 45 minutes, il parle de sa passion et de son engagement à fabriquer des harpes. Donc ça, c'est très intéressant. Là, aujourd'hui, je vais vous donner un petit peu mon point de vue et puis aussi la fiche technique de cette harpe. Alors, une autre chose aussi importante, parce que ça aussi, c'est quelque chose que je tiens à signaler, c'est que cette harpe, je l'ai achetée. Ce n'est pas une collaboration telle qu'on peut l'imaginer dans le monde du YouTube game où on se fait payer. Moi, je l'ai achetée. Bien sûr, je ne l'ai pas achetée au prix grand public. On a trouvé un arrangement avec Sylvestre pour que lui s'y retrouve et que moi aussi je m'y retrouve puisque je fais des vidéos pour faire connaître son travail. Donc ça, c'est important aussi que vous le sachiez. Moi, j'essaye, même si j'ai pas beaucoup de moyens, parce que Internet déforme aussi beaucoup l'image, de payer à chaque fois les artistes avec qui je travaille. Donc cette harpe, je l'ai payée et on va donc commencer par un petit peu la fiche technique. Donc cette harpe, elle est basée sur le modèle Awena, voilà, qui est une 26 cordes, mais elle a des petites différences. Alors, je vais vous mettre ici là une photo du modèle d'origine et je vais vous lire à peu près ce qui est indiqué de façon à ce que vous voyez sur quel modèle Sylvestre a pris la base. Au départ, je devais l'utiliser pour un stage autour de Hildegard de Bingen, mais je me suis pris trop tard pour la commander. Donc, j'ai pas pu l'utiliser, mais de toute façon, elle va servir pour des tutoriels. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, la Awena 26 cordes, il dit que c'est un modèle un peu plus compact et plus facile à transporter. Et au niveau technique, voilà ce qu'elle a. Donc, elle a une caisse de résonance à 5 pans en merisier massif, un ensemble de consoles-colonnes en merisier massif, là je lis la description, hein, bien sûr. La table d'harmonie à la base est en épicéa, mais vous pouvez aussi choisir d'autres bois comme le red cedar. La fileterie de bord, les cordes sont en Savarès. Voilà, c'est des cordes Savarès, voilà. Les demi-tons, alors les demi-tons c'est intéressant parce que vous pouvez choisir soit Camac, puisque c'est un peu la référence, ou alors en composite comme il y a ici, voilà. Hein. Et elle est livrée avec un stand, c'est-à-dire une espèce de porte-harpe qui permet de la poser. Voilà. Donc ça, c'est pour la Awena 26 cordes, le modèle de base. Alors, en ce qui concerne cette harpe-là, dans le podcast d'ailleurs, il l'explique très bien, quand il fabrique une harpe, et c'est un petit peu, je pense,
le but d'un luthier, c'est qu'il la fabrique vraiment en pensant à la personne. Par rapport à des grandes marques comme Camac ou Salvi, où eux, ils font les harpes à la chaîne, c'est normal, c'est un peu leur travail, ils sont industriels. Les luthiers, il faut penser que les luthiers, quand ils fabriquent un modèle, bon, ils ont déterminé des modèles sur lesquels ils travaillent, et ensuite, la plupart pensent vraiment à la personne parce que on a un lien, on va parler de ce dont on a besoin, et du coup, si c'est pour être à la maison, si c'est pour faire des concerts à l'extérieur, ou par exemple, ça aurait pu être une très bonne harpe à l'époque où je jouais en fête médiévale, par exemple, et faire de la déambulation, ce qu'on appelle, c'est-à-dire de marcher dans la fête avec la harpe. Euh, donc le luthier va vraiment penser à ça quand il fabrique sa harpe. Il va d'ailleurs peut-être même vous recontacter pour différentes options. Et du coup, Sylvestre a vraiment pensé à comment présenter, voilà, quelle harpe pourrait me convenir. Et du coup, il a fait des petits changements au niveau du modèle. Alors, là, pareil, j'ai une petite, comment dire, une petite fiche technique que je lui ai demandé de façon à vous expliquer ce modèle-là, comment il a été fabriqué. Donc, là, en l'occurrence, par rapport à la base, la console et la colonne sont en 3 épaisseurs. Et cette fois-ci, ici, ce que vous avez, alors, au niveau de la lumière, on ne voit pas très bien, mais c'est du châtaignier massif, voilà, c'est pas du merisier. Et à la limite, je vais vous dire que ça m'arrange parce que le merisier, c'est un très joli bois. J'ai ma harpe principale qui a été fabriquée par Marin Lopiteau, qui est en merisier. Le seul inconvénient que ça a, entre autres, c'est que ça marque très facilement. Donc je vais voir avec le châtaignier comment ça marche, parce que voilà, je suis ouverte à toute exploration, on va dire, toute découverte. Mais ouais, c'est la première fois que j'ai entre les mains, je crois, une harpe en châtaignier massif. Alors au niveau de la caisse de résonance à 5 pans, donc effectivement 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 5 pans. La caisse de résonance, c'est ce qu'il y a ici, elle bouge un peu, que je vous ai expliqué pourquoi après. Là, pareil, c'est du châtaignier massif, donc ce qu'il y a ici et ici, voilà, hop, devant là, hop, voilà. Ça, c'est du châtaignier, ça, c'est du châtaignier, et ça, c'est du châtaignier, voilà. Ensuite, la table, ce qu'il y a ici, là, voilà, c'est en contreplaqué de frêne. Alors, vous allez entendre le terme contreplaqué. Et là, vous allez tiquer, vous allez dire contreplaqué. C'est vrai que le terme contreplaqué, ça peut être un petit peu bas de gamme. Mais en l'occurrence ici, il faut penser que c'est du bois de lutherie. Et l'autre raison pourquoi c'est pas du massif, c'est que à l'époque, quand on avait commencé à travailler dessus, comme j'ai pris un peu trop de retard dans la commande, il n'a pas pu faire du massif. Donc c'est pas quelque chose de bas de gamme, c'est simplement il a trouvé une alternative pour pouvoir me livrer la harpe. Et pourquoi pas, contreplaqué en frêne, intéressant à creuser. Voilà. Ensuite, les filets sont en merisier, donc les filets, j'imagine que c'est ce qu'il y a ici. J'ai pas tout compris, mais bon, mais certainement qu'il me redira à l'occasion. Et les décorations sont en érable et merisier. Alors les décorations, c'est ce qu'il y a de l'autre côté, certainement. C'est le petit symbole qu'il y a de l'autre côté que vous allez voir, on a toujours en incrustation sur cette harpe qui est un dragon, voilà. Les cordes sont en Savarez, donc là voilà, c'est du Savarez. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les demi-tons ici, c'est du composite. Voilà. Là, pareil, j'ai fait des close-up, donc vous allez le voir de plus près. Et donc, il explique dans la petite fiche technique, donc il explique que ces leviers ont été fabriqués par la même personne qui a conçu les leviers Camac. Et que en fait c'était un prototype au départ qui était donc beaucoup plus léger que le métal, 4 grammes au lieu de 18 grammes quand c'est en métal. Et il explique que ce modèle a beaucoup plu aux fabricants de Cora de l'abbaye de Cormoussa. Donc il y a eu une collaboration entre le concepteur et les moines de Cormoussa
pour développer ce concept et produire les moules nécessaires aux 3 tals des demi-tons utilisés pour une harpe. Voilà, là je lis un petit peu. Ces demi-tons sont produits sur mesure en fonction du plan de corps de l'instrument. Il trouve, voilà, il dit, je trouve qu'il fonctionne très bien car il n'appuie pas sur la corde. Certains n'aiment pas leur esthétique, surtout la couleur noire, mais des essais ont été faits dans d'autres couleurs sans succès. Leur faible poids est tout indiqué pour les petites harpes portatives. Voilà. Et donc, la compagnie qui fabrique ça est en France. Elle se trouve à Valence-sur-Gé, dans le 72. Si ça vous intéresse, je vous mettrai pareil en barre d'infos l'adresse. Et il dit attention, ces demi-tons nécessitent un sillet réglable qui peut être fourni avec. Voilà. Donc là, il réexplique que la Wena est en principe équipée d'une table en épicéa massif, mais faute de temps, celle-ci est une table en contreplaqué. Voilà. Donc moi, ce que je trouve intéressant, bah, c'est de voir encore une autre façon d'envisager les demi-tons, parce que c'est vrai que le demi-ton, c'est ce qui fait... je ne vais pas dire un tiers du prix de la harpe, mais un certain coût, en sachant que si un demi-ton vaut entre 10 et 15 euros, vous faites le tour, si vous multipliez par 26, vous voyez déjà le prix de la harpe à la base, hein, sans les bois et sans la main-d'œuvre, etc. Donc c'est pour ça que quand vous voyez des harpes qui valent 300 ou 400 euros et que c'est déjà le prix d'un jeu de levier, et sans parler des chevilles et des différentes chevilles et sillets qu'il y a pour maintenir les cordes, je pense que c'est quand même important. Alors l'autre chose aussi qui est différent du modèle principal, ce sont le système du pied. Vous allez voir, j'ai fait pareil une vidéo où là, moi, je peux enlever le pied par un système ingénieux comment on pourrait appeler ça, d'artisanat, d'astuces de fabricants, on va dire ça comme ça. Et du coup, je peux enlever le pied et je peux même utiliser une sangle pour jouer debout et me balader en déambulation. Ce que moi, je ne ferai pas aujourd'hui, mais c'est tout à fait possible. Et les cordes, voilà, sont en alliance Savarez. Donc ça, c'est aussi intéressant. Voilà, on entend le son, voilà, bon, très, très désaccordé parce qu'elle est encore en rodage. Il faut qu'elle se stabilise encore. Donc voilà, je voulais vous présenter cette petite harpe qui a en plus un petit nom qui s'appelle Litlanus. Je vais donner un petit nom islandais qui veut dire petite souris. Voilà, pourquoi je ne sais pas, mais c'est comme ça. Donc c'est une harpe que je vais utiliser pendant plusieurs mois pour faire les tutoriels qui correspondent au bardique. J'ai toujours la bardique, d'ailleurs je vais faire une vidéo comparative comme j'avais fait il y a quelques années avec la Juno. Donc vous allez la voir souvent. Voilà, donc j'arrive à la fin de cette présentation. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou des questions en barre d'infos, enfin en dessous là, en commentaire. J'ai vraiment voulu faire cette présentation pour vous montrer qu'il y a bien sûr des alternatives par rapport à ce que je vous expliquais au début, c'est-à-dire de ne pas acheter de harpe dans des magasins multi-instruments, sauf si c'est des grandes marques. Si vraiment vous voulez acheter, et ça peut être aussi sympa, chouette, de passer par des luthiers. Eux connaissent par cœur leur instrument. S'il y a un souci, ils peuvent vous dépanner, même à distance. Aujourd'hui, c'est possible. N'hésitez pas à leur poser toutes les questions possibles, d'aller aussi dans les rassemblements. Il existe partout en France des salons de lutherie où justement les luthiers essayent d'exposer et puis de présenter leur travail. Je pense que c'est une autre étape lorsque on apprend la harpe ou que on veut se professionnaliser, de vraiment d'avoir une harpe qui est adaptée à votre recherche, à votre point de vue et d'avoir en face un humain. Je voulais vraiment remercier Sylvestre de m'avoir fait confiance parce que voilà, c'est aussi un système de confiance. N'hésitez pas d'ailleurs, je le redis, mais à aller écouter le podcast que nous avons fait sur un parking, parce que ce jour-là, il faisait pas très beau. Moi, je suis très contente de cette harpe. Elle a déjà fait son petit effet sur Instagram avec des élèves, donc je suis très contente, même si aujourd'hui, elle est un peu désaccordée, parce que voilà, il faut un certain temps pour que les harpes se rodent, mais voilà, se stabilise, mais ça c'est un petit peu le jeu, faut être patient, faut réapprendre la patience aujourd'hui. Je crois qu'on perd avec notre système de vie
cette histoire qu'on paye, on veut tout de suite, et ben il y a des choses encore qui se méritent et voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Mais en tout cas, je vous remercie et j'espère pouvoir vous présenter bientôt d'autres modèles, qui sait. Voilà, en tout cas, merci et à bientôt. Salut!